Bien, écoutez, rebonjour à tous et à toutes et bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent. Juste quelques mots pour rappeler en fait, ce que sont les rencontres USA. Je serai plus bref que les deux premières interventions, étant donné que tout à fait vite pour certains. L'idée est de possibiliser en rencontre en perspective par d'autres projets. Les rencontres USA, c'est un projet pédagogique expérimental qui a été mis en place au sein de l'école de l'USA, dans lequel j'interviens depuis 2012. L'objectif principal, c'est de permettre aux étudiants d'être sensibilisés à l'ensemble de thématiques autour de l'innovation, du numérique. Vous On entend très très mal. Ouais. Ça coupe énormément. D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Et là? Reparle? Est-ce que c'est mieux? Non, ça coupe, c'est haché. Peut-être que c'est mieux. Ok. Bon, bah écoutez, excusez-moi pour ce faux départ, je recommence. Donc, les rencontres de l'IESA, c'est avant tout un projet pédagogique et expérimental qui a été mis en place il y a 3 ans au sein de cette école, où l'objectif, c'était de sensibiliser les étudiants à un ensemble d'outils et de méthodologies déjà de veille, de recherche, pour qu'ils puissent trouver un ensemble d'informations autour du numérique. Donc, les sensibiliser à l'innovation. L'idée, c'est de se servir ensuite de ce premier travail de veille, de recherche qu'ils ont pu faire au premier semestre pour valoriser tout cela dans le cadre d'un cycle de rencontres qui est organisé depuis 3 ans. Le premier cycle de rencontres a eu lieu donc en 2017 à l'IEFA. Ensuite, se sont suivis un autre cycle à la Monnaie de Paris où nous avons échangé sur un ensemble de thématiques autour des médiations immersives, de l'open data, du numérique comme outil de préservation du patrimoine, mais aussi de stratégies d'innovation. Et donc aujourd'hui, un format donc, en ligne qui a pour vocation d'interroger les pratiques des professionnels au contact des publics pour voir dans quelle mesure ces pratiques peuvent être innovantes, comment en fait faire participation et développer des projets donc, qui peuvent avoir une dimension numérique et d'innovation. C'est aussi de voir comment la data voir dans quelle mesure les compétences liées à l'innovation aujourd'hui reconnues ou non dans les institutions culturelles. Donc, ce qui permet d'introduire effectivement cette troisième rencontre qui est animée, qui sera animée en fait dans son déroulé global par Sarah Houguenan, qui a déjà animé avec brio les deux premières rencontres, ainsi qu'Elisabeth Graville qui fera une ouverture à l'international. Et puis, nous aurons aussi Émile Parizel de Pi Group qui proposera une restitution graphique à la fin de celle-ci. Donc, ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est donc d'avoir un premier mot des élèves qui permettra notamment de bien introduire en fait ces différentes rencontres avant de laisser la parole à nos différents intervenants et intervenantes. Voilà, donc moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai pu dire avant. Le principe de la table ronde sera donc le même que sur les deux précédentes. On va commencer par une intervention de chacun des intervenants qui nous présentera les problématiques, une problématique précise. Puis nous ferons des questions transversales pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Viendra ensuite Elisabeth Graville qui nous fera sa merveilleuse perspective internationale, toujours très intéressante. Et nous terminerons par les questions au public. Mais avant ça, pour mettre tout ça un petit peu en perspective, je laisse la parole à nos étudiants. Bonjour à tous. Pour introduire cette dernière rencontre, je vais vous présenter quelques notions et éléments. Donc, tout d'abord, pour réaliser et mener un projet numérique, il faut avoir recours à plusieurs compétences. En premier, la gestion et l'administration de projet, qui induit l'usage de méthodes et d'outils issus d'autres domaines, comme le design. Grésille énormément. Est-ce que on entend très très mal? Ça coupe et ça grésille.
Je ne sais pas, réessaye peut-être en parlant plus doucement sur le H. Donc, pour introduire cette première rencontre, je vais vous présenter quelques notions et éléments importants. Donc, tout d'abord, pour réaliser et mener un projet numérique, il faut avoir recours à plusieurs compétences. En premier, la gestion qui induit l'usage de méthodes et d'outils issus d'autres domaines, comme le design, le conseil et l'informatique. En deuxième, la connaissance fine des visiteurs et de leur usage, comme nous l'avons évoqué dans la rencontre précédente, et qui passe par la collecte, mais aussi par les entretiens. En troisième, la production et l'éditorialisation des contenus, qui demandent des compétences dans d'autres domaines, comme le journalisme et les jeux vidéo, par exemple. Alors, j'ai eu un petit souci de micro. Est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce que ça fonctionne mieux? Très bien. Très bien. Alors, je continue. Donc, comme dernière compétence, la communication et la médiation. Récemment, les institutions ont reconnu des actions dédiées au web et aux réseaux sociaux, comme par exemple la création du poste de community manager, même si en général, ce poste se greffe en complément à un poste déjà existant. Cet exemple nous montre donc bien qu'il existe un problème de reconnaissance des métiers liés au numérique. Comme vous pouvez le voir, les chiffres, ils parlent vraiment d'eux-mêmes. Ils sont tirés donc des deux sources de l'enquête ICOM et Public Institute et en ligne Culture et Recherche, dont vous pourrez trouver les liens sur le chat. D'un point de vue organisationnel, on a 18,3% des institutions qui n'ont pas de personnel dédié aux activités numériques. Alors, on est absolument désolé, mais étant donné la qualité du son, on essaie de trouver le problème et de trouver aussi le moyen d'y remédier afin d'avoir une écoute un petit peu plus agréable, parce que là, c'est vrai que c'est très haché. C'est très voilà. Donc, désolé pour ces petits problèmes étonnants, parce que sur la précédente table ronde, on n'a pas eu de problème. Je pourrais essayer. Ouais, je vois ça. Oui, vos micros sont ouverts. On y est presque. Excusez-moi, changement d'ordinateur. Les joies du direct. Alors, j'en étais aux chiffres. Donc, comme vous voyez sur la slide, 18,3% des institutions n'ont pas de personnel dédié aux activités numériques. Plus de la moitié d'entre eux, 55,7%, ne sont pas des personnels dédiés à temps plein, mais sont des personnes à double compétence. Et d'un point de vue financier, plus de 50% des musées dépenseraient moins de 10% de leur budget en numérique. Néanmoins, avec le confinement, les chiffres tendent à évoluer. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma qui est extrait de l'enquête ICOM musée professionnel du musée et Covid-19, les institutions ont pris conscience de l'importance d'être présents en ligne et ont développé une part plus importante aux actions numériques, la mise en ligne des collections et l'animation des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut vraiment s'interroger sur la question de comment les musées vont impliquer davantage les publics dans ces nouvelles actions en ligne. Cette question constitue donc un enjeu. Et je vais rapidement vous présenter les enjeux et limites. Donc,
on peut voir la reconnaissance et développer les compétences en interne, mais également la question des partenariats. Et pour ce qui est des limites, les limites qui ressortent également, c'est une légitimité encore à construire et la crainte des institutions de s'ouvrir à des partenaires qui pourraient intervenir dans leurs actions et remettre en question leur positionnement. Donc, pour répondre à tous ces points et enjeux que je viens d'évoquer, je laisse la parole à notre panel d'experts. Voilà, donc je vais appeler sur scène Nicolas Orsini, qui nous vient directement du ministère de la Culture, où il est chef du département de l'innovation numérique. Parlez-nous un petit peu de votre poste, dont la création au sein d'une administration centrale est en soi déjà un témoignage de la prise en considération de ces compétences liées à l'innovation et au numérique. Ah, est-ce que Nicolas est dans la salle? Nicolas ne semble pas présent. Bonjour, Il se est-ce que vous prépare. m'entendez? Ah, le voilà, très bien. Super. Bonjour Nicolas, très bien. Donc Bonjour je à disais tous. que vous étiez, vous travaillez donc au sein du ministère de la Culture, et donc parlez-nous un petit peu de votre poste, de l'histoire de ce poste, de la manière du coup dont vous travaillez à l'intégration des compétences et l'innovation et au numérique dans les établissements patrimoniaux. Ouais, merci beaucoup. Merci pour cette question et peut-être juste en guise d'introduction, je me permettrai de débuter par quelques notions et idées qui sont désormais des évidences pour certains, mais qui méritent, me semble-t-il, d'être soulignées ici. En effet, je me permets de rappeler brièvement que nous sommes entrés dans un monde dans lequel la puissance technologique, l'intelligence individuelle et collective, le partage en réseau et la personnalisation croissante des services sont aujourd'hui omniprésents, qu'on vit dans une période de transition, on entre dans une nouvelle ère où tout est en train de changer, les infrastructures changent, l'organisation des entreprises et des filières change, les biens et les services et les modes de vie changent. Si je me permets de rappeler cela, c'est pour mettre en perspective que le numérique n'est pas un phénomène limité aux fonctions de communication, de médiation ou de gestion des collections, comme on peut souvent l'entendre, mais qui doit être considéré dans toutes ses composantes. De la modernisation des systèmes d'information pour mieux répondre aux pratiques professionnelles et des attentes des usagers, à la simplification des démarches et des procédures, en passant par l'évolution de l'environnement numérique des travails des agents, mais aussi l'évolution des outils métiers. Ça me semble absolument fondamental de le rappeler ici, puisque les acteurs du patrimoine, pour se saisir pleinement du sujet numérique, doivent bien l'avoir en tête. C'est par définition un sujet extrêmement protéiforme qu'est le numérique. Alors, en tant que responsable de l'innovation numérique au sein du ministère de la Culture, mes équipes et moi sommes notamment chargés de renforcer ou de développer certaines capacités du ministère en matière notamment de veille et de conseil pour mieux anticiper les enjeux du numérique transverses et évaluer leur impact sur les politiques et les métiers de la culture. On est par ailleurs chargé de contribuer à l'émergence et à l'amorçage de projets innovants qui contribuent là aussi à la modernisation du fonctionnement du ministère, mais aussi à la transformation numérique des politiques et des acteurs, j'y reviendrai. Et enfin, on travaille à la valorisation et au partage des connaissances et des savoir-faire pour pouvoir mutualiser certaines initiatives et tenter de répliquer des projets internes au ministère. De manière transversale, on pilote aussi le programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels, les stratégies ministérielles en matière de recherche et développement, d'open data, mais aussi de web sémantique. Et on accompagne également un certain nombre d'orientations stratégiques liées au financement de l'économie culturelle et au soutien de l'innovation, ce qui me permet d'annoncer ici le lancement hier de l'édition 2020 de l'appel à projet Services numériques innovants, concernant lequel vous trouverez toutes les informations utiles sur le site du ministère. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi rapide et ponctuel. Merci beaucoup. Je vais appeler Ronan Le Guern, qui est responsable du pôle web et digital du 104, à venir nous rejoindre. Vous êtes depuis 12 ans. Est-ce que Ronan arrive? Depuis 10 ans, vous êtes au 104 et vous vous concentrez sur la maturité du design numérique de l'entreprise, ce qui est un fait assez rare dans les musées. Comment est-ce que vous questionnez le besoin de votre institution? Bonjour Sarah, est-ce qu'on m'entend bien déjà? On vous entend très très bien. Parfait, parce que j'ai un très mauvais débit, mais je vais essayer de faire ça en étant le plus compréhensible possible. Donc oui, je m'appelle Ronan, je suis le responsable web du 104 et je ne sais pas si tout le monde connaît le 104 à Paris. C'est pas réellement qu'un musée, c'est un lieu d'art, de culture et d'innovation qui est situé dans le 19e arrondissement. Donc on fait des spectacles, des concerts, des expositions, mais on est aussi un lieu de résidence d'artistes.
avec des commerces et des équipements, dont d'ailleurs un incubateur de start-up. Donc moi, je travaille au sein du pôle web, qui est intégré à la direction de la communication. J'ai des petites slides d'ailleurs pour ça. Voilà. Grosso modo, on est 2 personnes pour travailler sur à peu près 4 sites et une quinzaine de profils sociaux. Et puis, on a quand même des contributeurs occasionnels assez réguliers au sein de l'équipe communication. Mais en tout cas, le mot d'ordre, c'est d'arriver à faire le plus de choses possible avec assez peu de moyens. Donc, pour répondre à ta question, au final, moi, je travaille depuis 12 ans au 104, j'ai pas conceptualisé les choses en me disant je veux manager l'innovation au 104, mais j'ai eu la chance l'an passé de retourner sur les bancs de l'école. J'ai fait une formation du UX design en fait au Gobelin et on devait faire un mémoire, donc j'en ai tiré une sorte de petit guide sur le sujet de la refonte du site web de notre incubateur 104 Factory, et j'ai essayé de donner des clés méthodologiques aux gens qui sont dans ma situation pour arriver à mieux gérer des projets. Alors dans mon cas, des projets numériques, mais ça marche avec tout. L'idée étant de mieux cadrer le projet avec les parties prenantes en interne, arriver à mieux s'intéresser aux utilisateurs, parce que souvent on oublie un peu de le faire, trouver des moyens d'auditer l'existant et puis ensuite de co-concevoir des solutions tous ensemble. Donc voilà. Après, je ne sais pas si tout le monde est complètement familier des termes UX design, mais en fait, c'est l'idée de centrer son approche de gestion de projet sur l'étude de l'utilisateur pour obtenir un résultat qui réponde à ses besoins, que ce soit également utilisable. Ça, souvent, on connaît l'utilisabilité, c'est la question de l'ergonomie, mais il n'y a pas du tout que ça, parce que si le produit ne sert à rien, même s'il est ergonomique, il ne sert à rien. Et enfin, qu'il soit agréable, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver dans son utilisation les mêmes émotions que quand on parle à des vraies personnes. Voilà, donc on travaille ça avec un processus qui est inspiré du design thinking. Donc c'est un processus de gestion des problèmes, enfin d'apport d'une solution à un problème qui est hérité notamment de l'architecture, mais pas que. Donc voilà, j'ai rencontré des difficultés, mais aussi des opportunités dans ma quête. On va dire que le principal problème que j'ai pu rencontrer, c'était ce côté que nous, dans le spectacle vivant, on a l'artiste, il fait une œuvre et puis il la soumet au public, et au fond, on souhaite que le public vienne nombreux, mais s'ils ne viennent pas ou s'ils ne l'aiment pas, bah, ma foi, on ne re-questionne pas du tout le point de vue de l'artiste, puisqu'il est, entre guillemets, sacré. Un pitching de l'offre, évidemment, on n'est pas une start-up de la Silicon Valley qui cherche à fabriquer l'aspirateur du futur. Donc souvent, ce qu'on va pouvoir me dire, c'est l'UX design, c'est très bien, mais c'est nul et non avenu, puisqu'on est dans le milieu culturel, et donc que l'art est au-dessus de tout. Ça, c'est un des problèmes que j'ai pu rencontrer en caricaturant un petit peu. Il y a aussi la question du degré de maturité des institutions, ce qu'on appelle le degré de maturité design, parce qu'en fait, on n'est pas tous au même niveau de connaissance de ces outils-là et de ces méthodologies. Moi-même, il y a 2 ans, je croyais avoir compris, puis j'ai encore appris énormément de choses en retournant à l'école. Et puis, on a ces questions de moyens humains et de temps disponible et de moyens financiers qui sont très limités. Donc voilà, et enfin, c'est quand même quelques opportunités dont on va sûrement s'entretenir tous ensemble ensuite, mais moi, j'y ai surtout trouvé des outils qui m'accompagnent dans la mise à plat d'une stratégie, dans l'alignement des visions, parce qu'on a chacun notre manière de penser notre musée ou notre institution, et puis on s'aperçoit qu'on ne pense pas forcément pareil, donc il y a des outils qui permettent de vérifier qu'on est d'accord. L'aspect co-conception qui permet de travailler avec les utilisateurs ou même d'ailleurs avec les collègues, mais d'une autre manière qu'en faisant des réunions, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment appréciable. Et puis tout simplement le fait d'aller rencontrer les usagers, les visiteurs, parce qu'on oublie souvent de le faire. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire, et je vais laisser la parole à Pauline. Merci beaucoup. Effectivement, ce sont des questions sur lesquelles nous reviendrons juste après. Vous aurez l'occasion d'approfondir. Donc, effectivement, j'ai appelé Pauline Moiret. Là, on va se diriger vers la BNF, Bibliothèque nationale de France, donc cette vénérable institution impulsée par Colbert, dont les valeurs aujourd'hui sont plus rattachées à celles de l'érudition et de la tradition, et qui pourtant, en 2016, a créé une mission innovation. Chère Pauline, vous la pilotez. En quoi consiste-t-elle et qui développez-vous?
Donc, moi, je suis responsable de l'innovation à la BNF. Je suis rattachée directement à la direction générale. Je suis conservatrice de bibliothèque et je me suis formée aux méthodologies de l'innovation participative, notamment, pas exclusivement numérique. Je me suis notamment formée au design thinking et à l'UX design, management participatif également sur le tas. Et c'est aussi grâce à cette expérience de comment est-ce que lorsqu'on a une expertise de terrain patrimonial, disons, ou culturel, comment est-ce que on arrive à se former à ces méthodes, que j'ai pu mettre en place à la fois une réflexion stratégique et puis un programme d'accompagnement de l'ensemble des collègues de la bibliothèque pour les faire monter en compétences également sur ces questions. Donc, c'est un petit peu ce petit point de contexte que je voulais présenter en guise d'introduction, de façon à voir un petit peu comment, dans une maison comme la BNF, on essaye d'impulser cette culture de l'innovation auprès de l'ensemble des agents. Alors, normalement, je vais pouvoir passer mes slides. Yes, ça marche tout seul. Donc, la BNF, c'est une très grosse maison qui a donc pour mission de collecter, de communiquer, de conserver l'ensemble des collections issues du dépôt légal. On a des moyens assez importants, qu'ils soient humains, financiers, mais également en termes de richesse des collections. Je ne vais pas lire ce qui est marqué sur ma slide, vous êtes tout à fait capable de le faire par vous-même, mais c'est pour vous donner un peu une idée du contexte. C'est sûr que dans une maison de 2300 personnes, c'est plus simple de pouvoir dégager et dédier des personnes exclusivement au développement de la culture de l'innovation. Alors, on est dans un contexte culturel qui est assez spécifique, qui est presque un peu en opposition. On a d'un côté une culture de l'érudition, de l'expertise, de la perfection qui s'appuie sur le temps long. Bibliothèque issue des collections de Charles V. Il y a vraiment cette culture du fait qu'on a le temps de mettre en valeur les collections, de répondre aux besoins des usagers, qui est encore très fortement ancrée chez beaucoup de personnes au sein de l'établissement. Et en regard de ça et en même temps, on a une culture de l'innovation qui est ancrée depuis longtemps. Elle est liée au fait que la BNF collectant le dépôt légal depuis le XVIe siècle, ça a été créé par François Ier, on a dû s'adapter à l'évolution de la production éditoriale. Au début, il y avait le livre, mais petit à petit, on a commencé, bien entendu, à également collecter des images, des photographies, puis peu à peu du son, des disques, des DVD. On a également dû s'adapter à l'arrivée de supports numériques, et puis aujourd'hui à des collections complètement dématérialisées comme les archives de l'internet, la collecte du dépôt légal du son dématérialisé, de la VOD, mais également des formats tout à fait nouveaux comme le cinéma en réalité augmentée par exemple. Et s'adapter à ces évolutions-là. Et donc, on a au sein de l'établissement développé aussi, en parallèle de cette culture de l'érudition, une culture de l'innovation, mais qui était ciblée et centrée sur des besoins, enfin, en tout cas ces dernières années, sur des besoins vraiment liés aux évolutions technologiques et numériques. Et la question qui s'est posée donc depuis quelques années, c'est comment est-ce qu'on peut exploiter ce levier du numérique qui nous a fait découvrir des nouvelles façons de travailler pour ensuite essayer de les adapter à l'ensemble de l'établissement. Donc, l'ensemble des projets qui sont des projets numériques, des projets de développement numérique à la BNF sont gérés selon des méthodes agiles depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années. Et donc, on a vraiment une conception de projet centrée sur l'utilisateur, centrée sur l'expérimentation progressive, donc le droit, la reconnaissance du droit à l'erreur, le droit de se tromper, pour pouvoir ensuite construire petit à petit, par erreurs successives, un service efficace. Et ce sont des projets qui sont gérés en participatif, en transversal. Donc, le numérique, pour nous, sert de levier, mais il était, et c'est là un peu la différence peut-être avec les intervenants précédents, pour nous, il n'était pas admissible
que cette culture de l'innovation et cette façon de travailler centrée sur les besoins du utilisateur et en participatif ne s'applique qu'au numérique. Et c'est un peu ce qui a amené à la création de la mission innovation en 2016, c'est comment est-ce qu'on peut diffuser cette culture au-delà des projets numériques dans l'ensemble des missions, y compris les plus traditionnelles de l'établissement. Et donc, on a commencé depuis, donc moi, j'ai pris mon poste au début 2018, je suis la deuxième responsable de cette mission innovation. On a commencé, encore une fois, en s'appliquant à nous-mêmes nos propres méthodes, donc en expérimentant, en échouant et en avançant. Une stratégie en 3 étapes pour essayer de diffuser des compétences et une culture numérique au sein de l'établissement, avec une sensibilisation assez large des équipes, déjà faire prendre conscience du fait que cette culture de l'érudition qui fait un peu notre ADN n'est pas adaptée au fait de pouvoir innover et concevoir des nouveaux services adaptés aux besoins des utilisateurs qui sont eux-mêmes en évolution. Donc, on a un certain nombre de rendez-vous assez ouverts qui permettent de commencer à semer la petite graine. Ensuite, on a mis en place un cursus de formation à l'intelligence collective avec deux axes. Un axe vraiment management participatif, management collaboratif, et un axe gestion de projet participatif, donc qui va prendre un peu des méthodes dans le UX design ou le design thinking notamment, mais aussi dans l'agilité, de façon à petit amener et autonomiser les collègues de façon à ce qu'ils soient ensuite en capacité de faire eux-mêmes. L'idée, c'est que c'est pas la mission innovation qui fait, c'est pas la mission innovation qui impulse les projets. En revanche, elle va créer le terreau dans lequel les collègues vont pouvoir ensuite être en capacité de faire. On sait que ce passage à l'acte, il est complexe. Comment est-ce que je passe de j'ai conscience qu'il faut faire à je fais, notamment quand il s'agit vraiment de changer complètement de posture de gestion de projet ou de posture de management. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi des programmes d'accompagnement où on va tenir la main en fait de nos collègues pendant des périodes allant de 1 mois à 6 mois pour les aider à concevoir et à mettre en œuvre ces méthodes sur leur projet. Donc on a créé un laboratoire interne, une sorte d'incubateur qu'on appelle la Collab, qui permet de faire émerger, d'accompagner des porteurs de projets pendant une période de 6 mois. Et puis la nouveauté de l'année, alors sur laquelle évidemment le confinement a mis un petit frein, mais on va rebondir, c'était de créer également ce qu'on appelle une communauté innovation, c'est-à-dire de faire le constat que la mission innovation aujourd'hui, c'est 2 personnes, on n'a pas les moyens d'accompagner tout le monde. En revanche, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées et qui sont en capacité de faire, et donc de les mettre en réseau, un réseau d'entraide, de partage, d'échange de pratiques, de retour d'expérience, d'aide également à l'organisation d'ateliers, à la facilitation, et que c'est comme ça, en s'appuyant sur la somme des compétences individuelles et sur la mise en relation et en réseau de ces compétences individuelles, on va réussir à passer à l'échelle et à toucher petit à petit, on l'espère, l'ensemble des personnels de l'établissement. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Un peu trop long. C'est pas très grave. Allez, on vous accorde les 2-3 minutes de plus. Je vais appeler Eva Mazek, qui est directrice adjointe de l'OSIM. Donc, l'OSIM qui est ce centre de ressources et d'échange entre les professionnels de musées. Donc, vous, Eva, en tant que directrice adjointe, vous avez une vision extrêmement globale sur l'évolution des compétences et des postes en musée. Est-ce que Eva nous rejoint? La voilà. Oui, bonjour. Bonjour Eva. Donc, quel regard vous portez, vous, sur l'évolution des pratiques innovantes et en numérique dans les institutions des musées en tant que directrice adjointe de l'OSIM? D'accord. Alors, peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît l'OSIM, donc Office de coopération et d'information muséale, qui a été créé en 1985 pour répondre aux besoins des professionnels des champs du patrimoine et de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, nous sommes aujourd'hui, une équipe de 16 personnes et notre mission est à caractère national. Donc, on travaille à la fois pour les acteurs, pour l'ensemble des acteurs en région, mais parfois aussi sur la francophonie. Bon, la question peut-être que vous posez, je partirai peut-être au départ du fait de dire peut-être quelles sont nos parties prises de l'OSIM.
Et seulement après, je vais essayer de répondre peut-être à votre question, même si je pense que je ne suis pas peut-être le mieux placée, en fait, pour répondre. Et donc, l'OSIM, alors, comme mission, il mène ses activités et il privilégie 3 types de postures en termes voilà, d'observation des champs des patrimoines de la culture scientifique. Donc, il s'agit d'un côté informel et professionnel, les accompagner en les informant. C'est vrai qu'à ce moment-là, on fait aussi notamment appel à des différents outils numériques et voilà, pour diffuser l'information. On fait une autre posture, c'est l'observation, observation des familles d'acteurs, d'évolution des pratiques professionnelles, ce qui est important, et peut-être aussi de l'évolution des métiers. Et c'est là où ça rejoint aussi un petit peu votre question, et notamment des référentiels de métiers qui sont aujourd'hui présents à la fois dans les collectivités territoriales, au sein des différentes universités ou au sein des grands établissements nationaux. Hein. C'est comme tout à l'heure, il y avait la collègue qui est intervenue sur la Bibliothèque nationale de France, où il y avait aussi Centre Pompidou, qui avait son propre référentiel des compétences. Voilà, une autre posture, et la dernière posture de l'OSIM, c'est accompagner les professionnels en les accompagnant dans le choix des formations et des parcours professionnels qu'ils peuvent privilégier en fonction de ce qui les intéresse. Donc, peut-être ce qui est important de dire que innovation, en tout cas pour l'OSIM, innovation, elle n'est pas seulement entendue dans le sens numérique, bien sûr c'est notre sujet d'aujourd'hui, mais innovation, il s'agit vraiment comment renouveler ses pratiques, ses façons de faire, ses façons de travailler aussi avec les autres. Et pour cela, l'OSIM privilégie vraiment les liens avec les terrains. Donc, la proximité avec des acteurs et de l'autre côté de la recherche. Proximité avec la recherche et les chercheurs pour nourrir vraiment la réflexion et les questionnements autour de l'innovation. Un autre élément qui est pour nous très important, c'est cette question de création ou co-création des espaces, d'échange des pratiques, mais aussi de la réflexivité ou d'autoréflexivité des professionnels. Ce qui est important, c'est garantir ces espaces d'échange, des pratiques, d'analyse, de s'arrêter à un moment donné. On travaille tous parfois avec des rythmes incroyables. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir se poser et réfléchir ensemble autour de la même thématique, dans les cadres aussi en privilégiant ces dialogues qui peut être à la fois interinstitutionnel, interprofessionnel, intermétier ou voire également interréseau. Donc, bien sûr que ces espaces que nous privilégions à ce moment-là, c'est vraiment, par exemple, les formations ou des différentes rencontres des formations, rencontres professionnelles, pardon. Et à ce moment-là, on essaye d'instaurer des espaces de formalisation de ces pratiques, mais également d'oser d'expérimenter, en fait. Parfois, c'est effectivement dans le cadre d'une formation qu'on peut se permettre de se tromper, de faire des erreurs, et seulement en revenant chez soi, on répare avec une compétence. J'ai essayé, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné, mais grâce à ça, j'ai pu apprendre. Et bien sûr, le dernier élément que nous privilégions et pour tout ce qui est la question aussi d'innovation, c'est la mise en place de différents types d'observation des pratiques professionnelles. Et ce qui est peut-être intéressant à ce moment-là de dire que les observations que nous menons, ils sont pas ici pour produire les chiffres, même si bien sûr on a quelques chiffres, mais c'est surtout et pas non plus, on est là à ce moment-là pour observer, mais vraiment pas pour évaluer. Donc, c'est ça pour nous, ce qui est important, c'est que notre observation à ce moment-là, elle conduit à soulever des questionnements, de produire des argumentaires, et ce qui est aussi recherché, et de produire bien sûr des connaissances pour la communauté professionnelle et avec des professionnels, parce qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est comme nous privilégions, et c'était peut-être mentionné déjà en amont, c'est ce processus de co-conception où la parole, il y a la légalité de la parole, l'égalité d'expérience, et autant que comme une communauté professionnelle en réflexion, nous produisons des savoirs.
Voilà, donc c'est juste rapidement autour voilà, des… Merci beaucoup, Eva. C'était extrêmement clair. Donc après, le point de vue des professionnels et de l'intégration au sein des réseaux professionnels, je vais appeler Boris Gréby, qui est donc le directeur de l'IESA, qui, au-delà de chapeauter nos rencontres du jour, vient ici à intervenir en tant que directeur d'une école pour voir un petit peu comment est-ce qu'on professionnalise ces compétences et comment est-ce que vous intégrez la formation dans le cursus de vos élèves, particulièrement dans la reconnaissance, par rapport aux débouchés qu'on peut avoir dans les institutions culturelles et la reconnaissance qui est faite de ces compétences au sein des institutions culturelles. Merci, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, super. Alors, évidemment, le premier travail qu'on fait en tant qu'institut de formation, que ce soit d'ailleurs pour la formation initiale ou pour la formation professionnelle, c'est de partir de référentiels de compétences, ça on l'a déjà dit, qui nous permettent justement d'analyser à la fois l'évolution des métiers, mais aussi la manière dont on va former à court, moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on a 3 objectifs dans la formation, évidemment des formations à très court terme, parce que nos étudiants, qu'ils soient professionnels ou en formation initiale, vont sortir de leur formation et vont devoir tout de suite travailler. Mais aussi, on a comme but de les former, justement, particulièrement dans le domaine de l'innovation, à long terme, c'est-à-dire à ce qu'ils puissent par eux-mêmes ou dans le cadre de la formation tout au long de la vie, justement, utiliser les nouvelles technologies et les innovations en général pour pouvoir travailler, évidemment, tout au long de leur carrière. Du coup, en fait, le premier point qu'on met en œuvre dans ces formations, c'est de se poser la question de la finalité des innovations. Et elle est, je dirais, très simple quand il s'agit de parler de communication, de médiation et même de marketing, même si c'est un mot qui de temps en temps fait un peu mal dans le domaine de la culture, parce que là, on voit très bien les enjeux des innovations numériques et comment elles ont fait évoluer les choses depuis quelques années. Mais finalement, ce n'est pas les seuls enjeux des innovations. Et ce qui nous intéresse particulièrement à l'IESA, c'est plutôt des enjeux d'ordre sociétaux, que ce soit dans le cadre de la médiation socioculturelle, comment on peut attraire de nouveaux publics, d'y empêcher grâce à ces innovations, mais aussi des enjeux, je dirais, de développement durable, puisqu'on voit bien aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du patrimoine, mais aussi dans le domaine du spectacle vivant, des expositions, qu'il commence à se poser des questions sur justement cette façon qu'on a de faire de la culture, et notamment de la culture internationale, qui est un des grands enjeux de l'IESA, puisque c'est une des marques de fabrique de l'IESA. Il y a beaucoup aujourd'hui, par exemple, de grandes compagnies, que ce soit dans le domaine de la musique ou dans le théâtre, qui commencent à se poser des questions, savoir s'ils vont continuer des tournées internationales, sachant que d'un point de vue d'empreinte carbone, c'est quand même pas ce qui est le plus recommandé. Voilà. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose en termes d'innovation. Donc la question du sens, voilà, le sens pour les publics, que ce soit en termes de communication, de médiation, et aussi la question du sens en termes de société et aujourd'hui dans les grands questionnements de développement durable. Et puis la deuxième chose qu'on se pose comme question, c'est l'innovation, c'est bien, mais qui l'utilise et comment on l'utilise. Et c'est là où finalement on a le plus d'enjeux, et on voit bien aujourd'hui à travers les discussions qu'on a et les discussions qu'on va avoir, c'est que innover c'est bien, mais innover ça ne se fait pas tout seul. Et du coup, le problème de l'innovation aujourd'hui, c'est de savoir à quel niveau on le situe, à la fois dans les grilles hiérarchiques des institutions, mais aussi dans les différents services. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des institutions, par exemple, on nous l'a expliqué très brillamment autour de la BNF, il y a une institution voilà, qui produit une direction de l'innovation, qui dit évidemment que cette direction de l'innovation ne porte pas les projets, mais aide l'ensemble des autres acteurs à porter des projets d'innovation. Mais on voit bien qu'on a encore une difficulté dans le secteur culturel à situer ce monde de l'innovation qui a été à la communication, qui a été à la direction de l'informatique, qui a été à la direction générale, qui a été à la médiation et aux relations des publics. Et finalement, on s'aperçoit que ce système-là n'est jamais convaincant. Et donc, on est en train d'essayer de travailler à l'IESA, mais beaucoup d'acteurs travaillent avec nous autour de ça, à essayer de comprendre justement, quand on parle d'innovation, où elle se situe dans un organigramme général d'institutions.
Voilà. Donc, on a à la fois des questions en termes de sens sur l'innovation, et puis des questions en termes de logique de production. Et la première des logiques de production, c'est savoir où on situe le point de gravité de l'innovation dans une institution culturelle. Merci beaucoup. Après ces différents exemples qu'on a pu voir qui permettent de dresser un premier panorama de la question des compétences liées à l'innovation, j'aimerais juste vous poser à tous les intervenants, donc je vous invite à monter chacun sur scène, vous poser une petite question préliminaire sur la période que nous traversons et avons traversée, qui était celle du confinement et de la période Covid. C'est comment est-ce que cette culture de l'innovation que chacun tente de développer donc à son niveau, a permis de répondre ou non au contexte du confinement, puis du déconfinement, dans les institutions culturelles, évidemment. Alors, si je peux peut-être répondre à cette question. Nous, on a vraiment constaté que les équipes dans lesquelles l'adaptation à la période du confinement, que ce soit la fermeture des salles de lecture, la fermeture des espaces physiques de la bibliothèque, l'adaptation à l'organisation du travail à distance au sein des équipes, les équipes dans lesquelles qui ont réussi à s'adapter le plus vite et à se réorganiser efficacement sont celles qui ont utilisé des méthodes itératives, des méthodes expérimentales, qui ont osé lancer des choses avant de se demander, de passer par l'ensemble des strates de validation habituellement attendues dans nos institutions. On a vu par exemple une alliance un peu nouvelle entre la com d'un côté et la direction qui s'occupe de toutes les questions technologiques, qui sur un coin de table lors d'une réunion Zoom se sont dit tiens, on va lancer des webinaires pour informer l'ensemble des agents, et bon hop, ils l'ont fait. Enfin voilà, évidemment ils sont passés par un certain nombre de process de validation, mais disons le fait d'oser, d'avancer, de s'adapter, d'être à l'écoute des besoins des utilisateurs, en l'occurrence les utilisateurs c'était nous, c'était les agents, et d'y répondre de façon rapide et expérimentale, ça a permis de lancer un certain nombre d'initiatives qui ont été tout à fait efficaces et salué par l'ensemble des agents en interne. De la même façon, pour les services vis-à-vis de l'extérieur, encore une fois, les services dans lesquels il y avait une culture de l'écoute des besoins des utilisateurs et de l'adaptation rapide à ces besoins ont pu beaucoup plus facilement s'adapter et proposer des nouveaux services, par exemple de numérisation à la demande, etc. Donc, pour moi, ça a été vraiment on dit souvent que l'innovation elle se fait dans la crise. Voilà, moi ça fait 3 ans que j'explique que les méthodes itératives sont un moyen de s'adapter à la situation de notre écosystème. Et là, on en a vu l'illustration directe et immédiate dans une situation de crise. Ces méthodes ont prouvé qu'on pouvait utiliser la contrainte pour être innovant, pour inventer des nouveaux services. En répondant à l'évolution du contexte et donc des besoins des utilisateurs internes et externes. Est-ce que, Ronan, à l'échelle du 104, vous partagez ce constat d'accélération ? Pas forcément, au sens où j'ai pas encore eu vraiment de retour d'expérience auprès de mes collègues. Enfin, on n'a rien mis en place de très massif au niveau de l'institution elle-même. Le seul retour que j'ai, c'est celui de la direction de la communication, puisque c'est moi-même qui ai mis en place tout ce qui était outils collaboratifs. Et en effet, j'ai pioché dans mes connaissances que j'avais pu faire fructifier quand j'étais au Gobelin. Donc très clairement, en à peu près une journée, 2 jours, étant donné qu'on n'avait qu'avec des outils de SaaS disponibles en ligne tout le temps et non dépendants de problèmes informatiques complexes, on a monté un Slack, un Drive et puis tout ce qu'il fallait pour travailler. Et comme on était un petit peu en effet de la même façon en contact avec le service informatique, on avait déjà tout ce qui était webmail et autres. Donc ça s'est en effet pas fait du tout dans la douleur. Après, j'ai pas de retour particulier sur quelque chose qui se serait débloqué d'incroyable, notamment parce que nous, dans cette période-là, on n'a pas voulu spécialement prendre la parole sur la question sociétale ou autre. On a préféré faire profil bas et rester assez discret. Et comme le lieu était fermé, on a juste ouvert un espace collaboratif sur Facebook
qui s'appelle la page ouverte et qui permettait aux gens qui habituellement viennent danser ou pratiquer un art en amateur, éventuellement de partager des choses. Alors avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, c'était un des tests qu'on a pu faire. Et un blog sur Medium pour recueillir des paroles d'artistes, mais enfin, ce qui n'est pas non plus, je veux dire, ça s'est vu à plein d'autres endroits aussi. Donc, voilà, on a fait les choses de façon prototypale, sans trop se mettre de pression et juste parce qu'on avait envie, quoi. Et puis parce qu'on ressentait que c'était le bon moment. Et vous, Nicolas, au niveau du ministère, est-ce que vous avez remarqué une période particulièrement profitable pour les compétences numériques? Oui, alors profitable, je sais pas, peut-être, moi, la différence entre le ministère et une institution culturelle, c'est que nous, on définit des politiques culturelles et qu'une institution culturelle répond à d'autres formes de missions. Donc nous, notre première priorité, c'était de soutenir les filières et les acteurs de la culture qui ont dû traverser une phase extrêmement compliquée et qui n'est absolument pas finie. Donc notre premier objectif, c'était de soutenir les filières. Inévitablement, vous l'imaginez bien, et toute l'organisation ont été touchées par ce sujet-là, mais c'est de poser la question de l'équipement. Comment on met à disposition un équipement qui permette aux gens de travailler à distance ou d'opérer du télétravail dans les meilleures conditions possibles? Comment on facilite l'outillage pour que ces agents qui ne sont pas in situ puissent assurer une forme de continuité de leur mission, mais aussi prendre en charge les nouvelles missions qui leur sont confiées dans cette période complémentaire et plutôt difficile, pour avoir pas mal travaillé sur l'opération culture chez nous, qui est une opération qui visait à recenser un grand nombre d'offres culturelles numériques disponibles en ligne. J'ai pu observer qu'on a dû réinterroger nos modes de fonctionnement, notamment en matière de gestion de projets informatiques. On a dû transformer un petit peu nos manières dont on animait nos réseaux pour pouvoir collecter un certain nombre de contenus et de données. Et on a dû, là aussi, mettre en place, dans une période extrêmement contrainte, une première version de la plateforme qu'on a pu lancer en moins de 10 jours, ce qui avait été, me semble-t-il, inédit au sein du ministère de la Culture. Donc oui, cette période a été l'occasion de revoir un petit peu nos fonctionnements et nos méthodes de travail, et à plus long terme va, vous l'imaginez bien, nous permettre de mener une réflexion sur ces sujets pour les acteurs des différentes filières et secteurs. Eva, Boris, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qui a été dit? Non? Non, moi. Oui. Allez-y, je vous en prie. Vous battez. En effet, la crise, ça nous a obligés. C'est-à-dire que on a dû inventer des nouvelles manières de faire, je vois, dans le domaine de la formation. Et mes étudiants le savent bien, puisqu'ils en ont bénéficié immédiatement. On avait été aidés, parce qu'avant, il y avait eu des grèves, il y avait eu les Gilets jaunes, donc on avait déjà mis en place un certain nombre de modalités de cours à distance dès le premier semestre de l'année. C'était une année particulièrement dense pour nous, cette année. En même temps, c'est à la fois donner des possibilités et c'est aussi évidemment restrictif. C'est-à-dire que donner un cours en ligne, vous n'avez pas la même capacité d'interactivité avec les étudiants que quand vous êtes dans une salle avec eux et que vous êtes à 10 cm d'eux et que vous pouvez leur parler et parler aussi avec des gestes, avec une façon d'être, avec une corporalité. Donc, ce qui était intéressant, c'est de voir comment, à partir en effet d'une solution qui était apportée, tous les acteurs, que ce soit les étudiants d'ailleurs comme les professeurs, et je pense que c'est la même chose pour les institutions culturelles, que ce soit les publics et les personnes qui montent les projets dans les institutions, vont à partir de la solution technique trouvée, qui est la moins mauvaise des solutions techniques dans le cadre de cette crise, justement retravailler l'ensemble du système pour donner quelque chose qui soit le plus positif possible. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce type de projet, c'est que finalement, le média numérique, il nous donne une possibilité, mais après, on a réinventé autour de ce média des choses pour que ce soit le plus humainement fait possible et que ça corresponde au projet et au sens qu'on veut donner, que ce soit à une exposition, un concert ou à des cours en ligne. Voilà. Et Eva, oui, vous vouliez intervenir? Et nous, effectivement, nous avons été vraiment très, très surpris et positivement par rapport à l'ensemble de l'offre que les musées ont proposé en ligne. C'était une offre incroyable, très surprenante. Et en fait, notre posture de l'OCIM était complètement différente. On s'est interrogé jusqu'au où
On propose quelque chose en ligne jusqu'au où on essaye de réagir avec des webinaires pour discuter avec les gens. On s'est posé la question des proximités avec le public avec qui on travaille en fait. Parce que cette offre qui était quand même l'offre de... Bien sûr, je salue l'ensemble de l'institution culturelle par rapport à ce qui était produit et ça c'est incroyable dans les délais très, très rapides. Mais de l'autre côté, parce qu'on vivait une période de crise qui était quand même quelque chose d'inédit. Et personnellement, je me suis posé la question, est-ce que la seule réponse que les musées peuvent apporter, c'est faire divertir et des quiz. Effectivement, on a vu qu'il y a plus créatif qui est venu par rapport aux visiteurs. Et en tant que possible, on a souhaité et on a invité plusieurs au niveau francophone à contribuer et contribuer au distant. Des articles qu'on a publiés comme journal finalement de Covid pour marquer la réflexion, pour montrer aussi les questionnements des professionnels. Et voilà, c'était une petite partie prise, mais avec beaucoup de questionnements, mais aussi, bien sûr, en admirant la créativité de l'ensemble du musée. Oui, et questionnement qui, j'imagine, va perdurer tout le temps du déconfinement, puisque nous sommes loin d'avoir nos questions. Avant de continuer les questions sur un temps peut-être un peu plus long, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent actuellement qu'ils peuvent au fur et à mesure faire part des questions qu'ils ont pour les intervenants, donc dans le chat ou dans le volet questions que nos étudiants lisent attentivement et relayeront juste après aux différents intervenants. Donc, pour revenir à une période d'un temps un peu plus long et sortir de la période Covid directement, j'aimerais vous demander comment est-ce que l'intégration des compétences liées à l'innovation dans les structures patrimoniales bouleverse le fonctionnement et le mode d'organisation de ces établissements. Ronan, peut-être, au bout de 12 ans au 104, vous avez pu voir une évolution Alors, ouais, je parlais tout à l'heure de cette échelle de maturité design là, du Danish Design Center. À vrai dire, moi j'ignorais absolument tout ce sujet jusqu'il y a peu. Et c'est vrai qu'ensuite, actuellement, je travaille avec les membres, enfin les personnes qui chapeautent l'innovation. On n'est pas formé, on a une directrice de l'innovation, mais on n'est pas formé avec de manière très structurée avec un nombre important de personnes sur ce sujet-là, comme ça peut être le cas à la BNF. Mais pour moi, aujourd'hui, on ne bouleverse pas encore complètement les modes d'organisation en tant que tel. C'est-à-dire que moi, j'en suis encore au stade, enfin, là, ça va un peu mieux, mais de mon point de vue, je suis parti du livre Make Storming qui a été écrit par deux fondatrices de Muséomix. Et au début, je suis parti comme ça, quoi. Enfin, j'ai essayé de hacker le système, voilà, j'ai pas cherché à convaincre spécifiquement chaque personne du CODIR, du COMEX. J'ai fait dans une approche vraiment de maker où je me suis dit ça intéresse qui, et quand je trouve des gens que ça intéresse, on le fait ensemble. Donc pour moi, maintenant ça commence à se structurer un peu, mais mon approche initiale, c'était vraiment faire de l'UX en guérilla, c'est-à-dire on parle souvent de descendre au Starbucks. Moi, j'aime pas Starbucks, donc je descendais au café du 104 parce qu'en plus, on peut pas demander n'importe quelle question à n'importe qui. Des fois, ça n'a pas de sens d'aller au Starbucks pour parler de culture. Enfin, ça dépend des fois, mais pas toujours. Donc voilà, en fait, nous, on a un terrain d'expérimentation in situ qui fait que si j'ai besoin de parler d'une pratique spontanée, je vais la voir et on discute. Ça, c'est vraiment très, très appréciable. Et ensuite, il y a aussi pas mal de techniques qu'on nomme undercover, c'est-à-dire qui permettent en fait de pratiquer l'UX design sans l'appeler comme ça. Et en fait, on essaye de faire passer ça aux gens. Et puis au bout d'un moment, s'ils s'intéressent, on évolue avec eux. Mais pour l'instant, c'est pas encore énormément structuré, je dirais. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur cette question à la BNF, peut-être, ou Colline? Oui, là, chez nous, en fait, les choses vont d'une centralisation vers une dispersion. En fait, dans les années 2000, il y avait un gros département de la bibliothèque numérique
qui a mis en place, qui a lancé tout ce qui, la numérisation de masse, la diffusion des collections numérisées via Gallica, la collecte des archives du web, tout ça était centralisé en fait dans une même équipe. Et puis à la vers 2009-2010, cette direction a éclaté. Et chacune des fonctions a été répartie et rattachée aux missions traditionnelles qui faisaient la même chose. La numérisation a été rattachée aux ateliers de conservation dans un même département. Ceux qui s'occupaient des métadonnées numériques se sont retrouvés avec ceux qui s'occupaient de la normalisation de la description. Ceux qui s'occupaient du dépôt légal du web ont été intégrés dans le département du dépôt légal. Comme ça, on a positionné en fait les nouvelles compétences numériques qui avaient été un peu qui étaient nées et qui avaient été recentrées pour avoir une grosse expertise, on les a éclatées pour qu'elles aillent drainer un peu partout. Ça, c'était la phase 1. Mais là, on est il y a 10 ans. Et depuis cette époque-là, l'idée, c'est d'essayer de mettre de la transversalité, de rajouter encore une dose de transversalité là-dedans. Parce que quand on se contente juste de regrouper des équipes numériques et non numériques ensemble, c'est déjà bien, ça diffuse cette culture au sein des équipes, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler avec l'équipe numérique ou non numérique qui est dans le silo ou le département à la direction d'à côté. Donc il y a eu toute une réflexion au début des années 2010, entre 2010 et 2013-2014, autour d'un observatoire qu'on appelait Orion, où toute personne de l'établissement qui travaillait sur les questions numériques et qui était intéressée à réfléchir aux évolutions des métiers, aux impacts que ça pouvait avoir sur les compétences, sur les fonctions, sur le recrutement, etc., pouvait venir indépendamment de son positionnement hiérarchique. Donc, c'était vraiment une sorte de think tank interne. Et puis, les compétences évoluant, les compétences numériques se diffusant de plus en plus au sein de l'établissement, on n'a plus vraiment eu besoin en fait de ce think tank interne. Mais aujourd'hui, on voit renaître, je trouve, un certain nombre d'initiatives pour essayer de redescendre encore, de continuer ce drainage en fait des compétences numériques et d'innovation au sein de l'établissement, jusque dans les fonctions les plus traditionnelles. Et je pense aux fonctions de magasinage, aux fonctions de catalogage, par exemple, qui sont de plus en plus impactées également du fait de la collecte du dépôt légal dématérialisé notamment. Et donc, on a par exemple une initiative qui est née dans un département d'organiser des cafés du numérique qui sont pilotés par les agents de catégorie C du département. Donc, c'est eux qui définissent les sujets sur lesquels ils ont besoin de monter en compétences. C'est eux qui choisissent les intervenants, qui organisent la communication, la logistique, etc. de ces cafés. Et une fois par mois, il va y avoir un thème comme ça. Et ça ne s'adresse que aux agents de catégorie C. Les encadrants ne sont pas admis dans ces cafés du numérique. Donc, c'est une initiative qui a super bien marché dans un département et qui commence à essaimer maintenant dans les autres départements. Donc, on voit en fait que, disons que l'étape actuelle, c'est plus comment est-ce qu'on la diffuse, comment est-ce qu'on diffuse l'innovation numérique dans tous les départements et dans toutes les structures d'établissement, c'est comment est-ce qu'on fait que ça rentre de plus en plus profond dans l'ensemble des métiers, dans l'ensemble des fonctions et dans l'ensemble des catégories d'agents de l'établissement. Il y a encore du boulot, hein, mais ça avance petit à petit. C'est quelque chose que vous impulsez aussi au ministère de la Culture, d'être un petit peu moins sur une hiérarchie pyramidale et d'être impulsé un peu plus de logique collaborative? Oui, alors au ministère de la Culture, on a souhaité créer un département de l'innovation numérique il y a quelques années, puisque le département a été créé en 2016 et dès sa création, on a pris le parti que dès que l'innovation serait très largement irriguée, cette fonction disparaîtrait au sein de l'organisation. Il se trouve qu'on est toujours là et qu'il y a encore un petit peu de boulot. Néanmoins, on essaie de réfléchir à la manière dont la structure organisationnelle du ministère tend à évoluer et vous le savez certainement, dans le cadre de la réorganisation des ministères, une réflexion est portée au sein du ministère de la Culture pour créer un service du numérique où seraient notamment rattachées toutes les équipes en charge des systèmes d'information qui auraient du coup pour mission d'accompagner la modernisation des systèmes d'information, le développement, la dématérialisation des démarches administratives, de rattacher une cellule de l'innovation numérique qui réfléchirait de manière un peu plus transversale aux différentes fonctions numériques, mais politiques numériques transversales
et qui prendrait la préfiguration notamment de la fonction d'administration ministérielle des données, et puis une cellule un peu plus stratégique qui aurait vocation à assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du service. Et vous seriez rattaché au secrétariat général ou à cette fameuse 3e grande direction générale sur l'accès à la culture? Non, du coup, c'est considéré comme une fonction support, mais qui s'autosaisirait de cette irriguerait l'ensemble des politiques. Tout à fait. Aujourd'hui, un point que je n'ai pas forcément évoqué, mais qui me semble important de rappeler par ailleurs, c'est que dans le champ patrimonial, comme dans d'autres secteurs culturels par ailleurs, il y a une forme d'hétérogénéité en fait, des situations et des réalités sur le sujet du numérique et de l'innovation. On parle depuis tout à l'heure de l'innovation, qui est un sujet très particulier, puis on parle du numérique, qui est un sujet beaucoup plus large, et puis il y a le sujet de l'innovation numérique, qui est un peu l'entre-milieu. Je pense que c'est important de rappeler que selon la taille des structures, les missions et les secteurs, les situations ne sont pas les mêmes et les réalités non plus. Qu'il s'agisse de l'univers archivistique qui est fortement impacté par les technologies du langage ou les technologies des données, celui des musées dans lequel les enjeux de préservation, de diffusion des collections, mais aussi celui de l'accueil des publics sont absolument cruciaux, ou le secteur de l'archéologie au sein duquel on trouve de nombreuses expertises rares en matière de photogrammétrie ou de modélisation 3D, ou celui des monuments historiques où on retrouve beaucoup d'utilisation de drones pour la conservation des bâtiments. En fait, on n'est pas du tout sur les mêmes... on n'est pas forcément sur les mêmes enjeux. Bien sûr, il y a des problématiques transversales, mais c'est sensiblement différent. Ce qui me semble intéressant de noter, c'est que dans la famille des acteurs du patrimoine, il y a beaucoup, les acteurs ont beaucoup à apprendre les uns des autres, et je dois avouer que c'est une situation assez stimulante et enthousiasmante d'essayer de créer des liens, de trouver des passerelles, d'imaginer des corrélations entre les différents secteurs, puisque, et Pauline le rappelait, typiquement, le monde des bibliothèques est extrêmement avancé sur toutes les problématiques liées à la gestion des métadonnées, la même chose pour le milieu des archives notamment, ce qui n'est pas forcément le cas dans le monde de l'archéologie. Et je parle là que du monde patrimonial. Néanmoins, je pourrais évoquer le monde du spectacle vivant, mais aussi le monde des industries culturelles et créatives, le monde du design, mais aussi des arts plastiques qui sont bien sûr concernés. Donc, on a essayé de positionner au sein de l'organisation ministérielle de la Culture une cellule qui aurait une vision un peu transverse de ces différents enjeux pour essayer de pouvoir capitaliser puis mutualiser, pourquoi pas répliquer des projets pour que le plus grand nombre puisse en profiter pleinement. Très bien. Et est-ce que dans cette nouvelle organisation qui petit à petit est en train d'arriver dans les institutions patrimoniales, est-ce qu'on retrouve encore cette dichotomie qu'il peut y avoir entre d'un côté les équipes scientifiques, de l'autre côté des compétences liées au numérique et à l'innovation qui obligent aussi à se remettre en question dans ces pratiques? Et est-ce que, et là Boris, je m'adresse plus à vous, est-ce qu'on est préparé aussi dès la formation à dialoguer avec l'ensemble des compétences extrêmement diverses qu'on peut avoir dans une structure patrimoniale? Alors, est-ce qu'il y a toujours cette dichotomie? Il y a un poste de Sébastien Magro aujourd'hui, donc qui est spécialiste de ces domaines, qui travaillait au Quai Branly autour des innovations, et qui justement dit qu'il y a toujours des phénomènes complexes entre des managers qui ne sont pas forcément du secteur culturel et des gens qui travaillent dans le secteur culturel, et que ce lien n'est pas toujours simple à gérer. Mais je crois que c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que je crois que ce qui est important, en effet, c'est de rappeler que c'est d'abord un secteur qui est extrêmement hétérogène, aussi en termes de taille. C'est-à-dire que là, on parle de la BNF, on parle du 104, qui sont quand même des institutions qui sont extrêmement bien dotées. Quand vous êtes responsable de la maison d'écrivains, où vous êtes 5 caissières et balayeurs compris, vous n'avez pas la même logique pyramidale de hiérarchisation des données que quand vous parlez de compétences. Donc évidemment, la transversalité, elle doit être chez tout le monde. D'abord, parce que je pense que c'est le premier moyen de savoir dialoguer avec tous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au sein de vos compétences déjà un peu transversales, c'est beaucoup plus compliqué de dialoguer, que ce soit avec vos directions de la communication, de l'informatique, vos directions générales et autres. Et en fait, les projets d'innovation, c'est avant tout de la communication. C'est-à-dire, c'est savoir mettre en place des systèmes où chacun va pouvoir apporter sa pierre au bon moment, et pas, comme souvent, en dernier. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple de la médiation
dans les expositions, où vous avez le conservateur qui crée toute l'exposition et qui dit à la fin aux responsables des publics et de la médiation, ben voilà, prépare-moi une médiation pour les enfants de 5 ans, voilà, avec des œuvres qui sont accrochées à 1,50 m. Alors, soit vous transformez votre musée en la devanture des grands magasins en période de Noël, pour qu'ils puissent voir les œuvres, soit bah, vous faites des ateliers d'artistes comme vous pouvez à droite, à gauche. Donc, c'est avant tout ça, en fait, que l'innovation, c'est savoir prendre le projet au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce que d'abord, ça demande à bien connaître l'ensemble d'une institution. Et je pense à la BNF, je suppose que en effet, tous les cadres de la BNF ne savent pas exactement ce que font leurs camarades qui sont dans d'autres services. Donc, c'est déjà compliqué à ce niveau-là. Et puis après, c'est compliqué en termes d'innovation et de projet, parce que en effet, l'innovation, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi accepter de parfois se tromper, mais pas trop se tromper non plus, parce que sinon, on n'avance pas beaucoup. Donc, vous voyez, c'est des choses assez complexes. Donc, je crois que le souci, il est là, c'est d'abord avoir une vision transversale des choses, et ça, on essaye de le donner dans la formation, mais l'innovation, c'est aussi de se dire que demain, ça va avoir changé, et que c'est pour ça que je pense qu'il y aura un déchargé d'innovation au ministère de la Culture pendant encore 10 ans, Nicolas, je l'espère. Parce que sinon, ça veut dire qu'on devient archaïque dans notre innovation, donc ça ne serait pas bon signe. Voilà, donc moi, je crois que c'est là où, en fait, il y a un enjeu. C'est de plus en plus avoir des personnes qui soient ouvertes sur les métiers des autres, et parce que plus on pourra le faire, mieux ce sera. Il faut des gens spécialisés en communication, en marketing, en médiation, et tout le monde ne peut pas tout faire, et c'est bien d'avoir des personnes spécialisées dans les services, mais il faut avoir des personnes qui soient ouvertes aux autres spécialisations, parce que c'est de là que va naître le dialogue qui permettra de faire de l'innovation, et en tout cas des innovations concluantes pour tout le monde, quoi. Mais je pense que c'est l'enjeu le plus difficile. Pauline, Ronan, est-ce que vous corroborez, vous aussi, ce fossé qui s'était créé, en tout cas, entre les deux compétences, scientifiques et numériques, et comment est-ce que vous y avez, comment est-ce que vous avez solutionné les choses? Moi, j'ai pas vraiment j'ai pas cet aspect scientifique, je l'ai pas du tout. Moi, à la limite, ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est que je suis au sein de la direction de la communication, et de fait, je ressens encore sur les questions de stratégie UX qu'il y a pas mal d'incompréhension sur ce que c'est ce métier, et sur sa différenciation avec la notion de marketing. C'est-à-dire, on me dit oui, d'accord, l'UX design, c'est encore une autre manière de vendre des trucs aux gens. Et c'est vrai que, en fait, assez simplement, pour résumer la chose, là où le marketing doit se concentrer plutôt sur la promesse du produit ou du service, l'UX va se concentrer sur comment la tenir. C'est-à-dire que c'est pas tout d'affirmer, mais derrière, il faut que l'expérience, elle soit effectivement, elle fonctionne, et elle soit effectivement agréable, et qu'on prenne en compte les retours des utilisateurs, ce qui est assez difficile, hein, moralement, parce que des fois, on a passé beaucoup de temps, on n'a pas forcément toujours envie. Et l'autre chose, c'est que je ressens aussi parfois que les gens viennent me solliciter. On en parlait tout à l'heure avec une exposition, mais c'est pareil avec un produit numérique, un petit peu en bout de chaîne. C'est-à-dire, on vient me voir en me disant, bon, ben voilà, j'ai la solution à mon problème, et voilà comment elle se matérialise. Est-ce que tu peux me la réaliser, s'il te plaît? Là où je pense qu'il faudrait beaucoup plus creuser la phase amont, c'est-à-dire la problématique. Je crois qu'il y a une citation de Jean-Louis Fréchin qui dit un truc du genre demandez pas à un designer de construire un pont, demandez-lui comment traverser la rivière. C'est un peu pompeux, mais ça exprime cette idée-là de dire, en fait, on part d'un problème, on identifie si c'est le bon, et on construit ensemble. C'est hyper important. Voilà, pour ma part. Merci. Moi, de mon côté, un peu comme Ronan, je peux parler que de mon point de vue de responsable de l'innovation, et pas forcément de la stratégie globale de l'établissement. Mais moi, je crois fortement et la transversalité entre les métiers qui permet de faire tomber, en fait, ou en tout cas d'amenuiser cette séparation entre des métiers plus scientifiques et des métiers plus techniques ou technologiques. Je vais prendre un exemple très concret parce que je pense que c'est parlant, mais depuis quelques années, là, on travaille à la mise en place, à l'ouverture d'un nouveau service qui s'appellera le Data Lab.
qui devait ouvrir là, puis voilà, le confinement a repoussé un petit peu ce projet, qui est la mise en place d'un laboratoire d'humanité numérique, donc au sein des salles de lecture du Red-Jardin, donc des salles de lecture chercheurs. L'idée, c'est de fournir à des laboratoires de recherche ou à des chercheurs individuels un ensemble d'outils de fouille de données, donc soit de la fouille textuelle ou de la fouille d'images, pour pouvoir exploiter les collections numériques de la BNF, que ce soit des collections numérisées disponibles dans Gallica ou les archives web, par exemple. Et ce projet, il a émané des équipes scientifiques, enfin des équipes techniques, justement, à la fois des experts des métadonnées, des experts de la numérisation, des experts de la diffusion numérique, des experts de l'intelligence artificielle et de la fouille de données, donc dans une de nos grandes directions, qui est la direction des services et des réseaux. Et puis, on a décidé que ce laboratoire, on allait le mettre dans une salle de lecture. Et là, on s'est retrouvé avec un conflit des cultures, en fait, avec d'un côté des gens qui savaient ce que c'était que les humanités numériques, qui savaient ce que c'était que la fouille de données, qui étaient en contact avec les chercheurs sur ces questions-là, et de l'autre, une salle de lecture qui est la salle de lecture la plus traditionnelle de la BNF, qui est la salle X, qui est la salle de référence bibliographique. Donc, des gens qui connaissent des annuaires, des sources bibliographiques, et voilà, qui sont vraiment le cœur de l'expertise scientifique de la BNF. Et il a fallu faire rentrer un service dans un espace et donc faire cohabiter, faire travailler ensemble des cultures radicalement différentes. Et donc là, on a accompagné en fait ces équipes en associant très étroitement l'ensemble des équipes scientifiques, donc de gestion de la salle de lecture, qui ont cette expérience scientifique forte, au développement du service. Et en les rendant acteurs, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec, d'abord on a fait avec eux des phases d'immersion, on les a fait rencontrer des chercheurs en humanité numérique qui leur ont montré concrètement sur leur ordinateur qu'est-ce que ça voulait dire faire de la fouille de données sur les collections. C'est quoi les outils dont ils avaient besoin. Donc on a fait une phase d'empathie hyper forte pour les mettre en relation avec les usagers qui seraient utilisateurs de service. On les a fait travailler sur l'offre de services. On les a fait travailler sur l'implantation des services dans la salle de lecture avec des maquettes pour qu'ils puissent, eux qui sont aussi les experts de leur salle, donc des circuits de circulation, des espaces les plus adaptés. Et en les rendant acteurs de ce nouveau service, ils se sont appropriés en fait à la fois l'envie que ce service fonctionne et puis les compétences qui étaient nécessaires pour pouvoir répondre aux usagers. Donc en fait, on les a à la fois on a accompagné le changement et l'évolution du service et l'appropriation par l'ensemble des acteurs qui allaient rendre ce service du contenu, mais en même temps, on a créé un service qui serait... on a créé aussi un service qui sera plus riche parce qu'il sera issu à la fois des compétences les plus techniques et des compétences les plus scientifiques. Et c'est cette rencontre-là qui va faire que ce service-là va fonctionner et va être efficace. Alors, je ne dis pas que c'est encore le cas dans toute la maison, hein, mais on voit que sur un projet très, très particulier, si on travaille en participatif, si on associe l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur fonction et leurs compétences au projet, on va réussir à faire tomber les barrières entre ces expertises. Écoutez, merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. Je vais appeler Elisabeth Graville à monter sur scène. Donc peut-être l'un d'entre vous va devoir descendre pour pouvoir la laisser, lui laisser une place. Merci. Afin qu'elle nous donne des perspectives un petit peu internationales à ces questions d'intégration des compétences numériques dans les institutions culturelles. Rebonjour Elisabeth. Rebonjour. Allez, les 5 dernières minutes, encore un peu de courage. Bien, écoutez, je vais à nouveau partir en Angleterre. Certains peut-être assisté en 2018 à la présentation du professeur Rose Perry lors du colloque de l'INA organisé par Martine de Noyelles, qui faisait un constat sur l'étape en fait donc il y a 3 ans de où devait se situer le digital dans les institutions culturelles. Et lorsqu'on en a interviewé les différentes personnes, il apparaissait en fait 3 pôles, on va dire un leadership technique qui était l'IT pour faire simple, la gestion de contenu et la rédaction, donc tout ce qui était réseaux sociaux, web, applications, plus orienté marketing, et la gestion et analyse des données qui apparaissait quand même le parent pauvre déjà dès 2017. Mais ce qui paraissait aussi intéressant à l'époque, c'était de voir que quand il y a eu plus de 60 institutions qui ont été interviewées à l'époque, c'est que le digital avait à peu près toutes les formes possibles et imaginables.
et qu'il n'y avait pas visiblement une espèce de courant de maturité, on a employé ce mot précédemment, qui aurait permis aux institutions de se transformer étape après étape. Et cerise sur le gâteau, dernier constat, pour le coup, vraiment dramatique, c'est que lorsqu'on interviewait tous ces professionnels sur le manque de compétences en interne vis-à-vis de ce qu'ils présageaient de l'évolution du digital, eh bien, dans le leadership technique, c'était à plus de 51%. Tout bêtement parce qu'on commençait à sentir que recruter un data scientist ou recruter un développeur, on se mettait en concurrence avec un marché extérieur qui était déjà très tendu, que les équipes en interne qui géraient les web ou les réseaux sociaux manquaient de compétences en termes de conception des web apps et de l'évolution naturelle du digital vers le mobile. Et surtout, un très, très, très gros déficit dans justement la gestion des datas et l'optimisation de ces datas. Alors, ça datait donc de 2017-2018. Suite à ça, ce groupe de travail, One by One, s'est posé et a dit c'est pas possible, il faut vraiment qu'on essaye d'accompagner les institutions culturelles dans leur évolution. Et ils ont listé en fait un certain nombre de questions. Si vous avez une dia à prendre en copie d'écran, c'est celle-là pour réfléchir à votre propre maturité numérique, pour réfléchir au futur en fait du digital au sein des musées, sachant que pour rejoindre les interventions précédentes, ce futur, il ne le voit absolument pas comme un futur tech, mais comme justement une évolution de toutes les innovatrices qui permettraient de faire évoluer le musée dans sa pratique quotidienne et dans tous les champs de compétences. Alors, comment cela aboutit? Eh bien, une grande campagne qui a été lancée en ce début d'année, alors malheureusement, qui a elle aussi été un peu stoppée par le Covid, mais pour sensibiliser en fait l'ensemble des musées en Angleterre. Et quand je dis l'ensemble, ils l'ont fait à travers des posters. Vous pouvez aller les télécharger. Ils sont à disposition si vous avez besoin de réveiller vos propres hiérarchies, avec un ton humoristique, justement pour aborder cette transformation de manière beaucoup moins dramatique, peut-être, que ça avait été abordé les années précédentes. Et parallèlement, ils ont augmenté leur communauté de réflexion, puisqu'au départ, c'est un projet qui est parti de l'Angleterre. Et je dirais assez naturellement, ils se sont tournés pour des raisons de langue, vers leurs homologues américains. Et depuis le début de l'année également, ce groupe One by One, paradoxalement, devient vraiment gigantesque, avec l'association à la fois de gens qui viennent de la tech. Vous avez sur votre gauche de la dia Catherine Divine, qui est la personne en charge de la manière de penser le numérique dans les institutions culturelles et les bibliothèques au sein de Microsoft. Vous avez en représentation Caroline Royston, qui est la chef UX du Cooper Hewitt à New York. Mais vous avez une kyrielle de gens extrêmement compétents au plus haut niveau. La Chief Digital Officer de la Smithsonian, c'est pas rien quand on vient de mettre 2,8 millions d'images en libre accès sur le net. Vous avez Cathy Price de la Victoria and Albert Museum, et j'en oublie tellement ils sont nombreux. Donc vraiment des gens qui sont dans le concret terrain, et tout un pool de réflexion analytique qui fait en quelque sorte la synthèse et qui donne l'aspect pratique pour pouvoir le diffuser. On parlait justement de ruissellement de ce savoir, le diffuser à des structures de taille extrêmement différentes. Et je vous enjoins vraiment, parce que ce groupe, comme je vous le disais, s'est étendu naturellement vers les États-Unis, mais ils ne sont pas du tout dans un esprit Brexit, loin de là, et ils sont friands de participation justement de non-anglophones, et je pense que la France serait très bien placée pour partager avec eux, parce que nous avons toujours une vision muséale un peu différente sur tous ces sujets.
Et ça mène à quoi? Ça mène à une vision, en fait, et je rejoins en cela tout ce qui a été dit précédemment, et tout particulièrement par Pauline, qui dit finalement, on est tous dans le département digital. Et si je vous ai remis, en fait, cette vision du digital de Microsoft, c'est parce que c'est à la fois, effectivement, comme on le connaissait jusqu'à maintenant classiquement, la gestion du visiteur, mais c'est également, bien évidemment, et on l'a vu avec l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'analyse des collections et de manière extrêmement active ces 2 dernières années, c'est dans la dynamique même de la gestion physique des buildings. On parlait de flux dans un webinaire précédemment. Maintenant, il y a des flux à travers des digital twins, on reproduit des bâtiments, bien sûr le ticketing, la cybersécurité également, parce qu'on l'a tous vécu dans le contexte du Covid. Il y a quand même eu un moment de panique en se disant oui, mais alors tout le monde est à la maison, mais comment transitent toutes les données que nous avons, dont nous avons besoin pour travailler? Et ça, c'est un sujet qui va être prégnant dans les années à venir. Donc, vous voyez une vision extrêmement globale, finalement, de l'innovation et du poids et du changement de la transformation numérique pour toutes ces institutions. Et encore une fois, par rapport à toutes les réflexions qui ont été faites précédemment, ça touche autant une petite structure que de très grosses structures type BNF. Alors, bien sûr, je dirais que les problèmes en sont démultipliés, mais ce sont des manières d'aborder en fait l'évolution de nos institutions, des schémas de pensée avant tout. Et je rajouterai à cela, et ce qui est vraiment propre à ce groupe de travail, et ils y sont extrêmement sensibles, pour rebondir aussi encore une fois à ce que disait Pauline, si pour vous le digital, quand on l'évoque, c'est plutôt la photo de gauche en disant je ne vais jamais y arriver, eh bien en fait le groupe One by One est extrêmement centré sur les personnes, c'est-à-dire que la technique, on l'oublie, ce n'est pas ça, elle n'est qu'un outil au service de l'amélioration du travail des gens. Et ce qui m'a frappé moi, parce que j'ai suivi beaucoup de leurs workshops ces derniers temps, c'est l'avantage du confinement, ils en ont fait beaucoup, c'est qu'ils abordent en fait cette évolution d'une manière pas du tout compétences digitales, mais culture digitale. Et les chefs du digital dans ces différentes institutions disaient le Covid nous a donné l'occasion de repérer des profils. Alors, avec des choses extrêmement concrètes, des gens qui se sont révélés être de parfaits cinéastes ou vidéastes pour parler du musée, d'autres qui ont adoré créer des podcasts et qui n'étaient pas du tout dans le regard initial des équipes du digital. Et ce sont ces gens qu'il faut savoir faire monter, dont il faut reconnaître les compétences et qu'il faut savoir faire avancer. Et ce planning-là, justement, ça permet d'inscrire ses compétences dans son travail, mais aussi de se dire qu'est-ce que je peux apporter au département d'à côté. Il y a également des gens qui se sont révélés dans le transfert, justement, et l'accompagnement digital. Le Covid a vraiment révélé ça. Des gens qui ne faisaient pas, mais qui savaient expliquer aux autres comment faire. Et ça, c'est extrêmement précieux dans la diffusion et dans le ruissellement. Et donc, pour terminer, eh bien, sachez, ça c'est petit secret, que vous pourrez aller sur le Digital Pathway et vous y retrouverez l'ensemble des formations qu'ils ont mis à disposition. Ces formations sont gratuites. Vous, Français, vous y avez accès si l'anglais ne vous rebute pas. Et c'est piloté par un ensemble de digital champions, à peu près sur, on va dire, tous les grands domaines d'usage du digital au sein des institutions telles que nous les connaissons. Et c'est vraiment fait dans un contexte de transfert de compétences, de désacralisation de la tech, de partage d'informations. Donc surtout vraiment, je vous enjoins à les retrouver et à vous inscrire dans le groupe donc One by One qui continue et qui continuera tout l'été à partager justement et à offrir ces sortes de plateformes de réflexion à un niveau international. Et c'est ça l'avantage, je pense, parce que justement dans la crise que nous connaissons, nous ne sommes pas trop d'intelligence à mettre en commun pour l'affronter le plus sereinement possible. Et je terminerai mon intervention du jour par ces mots.
Merci pour votre Merci écoute. beaucoup pour ces mots très pertinents, Elisabeth. Très rapidement, je laisse la parole à Aurélia qui a ciblé quelques-unes de vos questions à retransmettre à nos intervenants. Bonjour, mon micro fonctionne aussi. Alors, une réflexion d'une première intervenante, tout le monde n'a pas pu ou n'a pas su s'adapter avec les outils collaboratifs. Donc, comment les accompagner aujourd'hui dans ces nouvelles pratiques de travail avec le déconfinement? Hop, ok, c'est bon, je me lance. Nous, on a lancé un certain nombre de dispositifs pour pouvoir accompagner justement le télétravail et le travail à distance des agents. En effet, la prise en main de certains outils était un peu technique pour les personnes qui n'en avaient pas forcément l'usage préalablement. On a vu une diversité d'outils qui, par ailleurs, ont été très largement utilisés par les réseaux et qui n'étaient pas forcément homologués par les différentes organisations. On a souhaité lancer différentes webinaires ou formations de prise en main à distance qui ont très bien fonctionné. Et on a eu la chance au ministère de la Culture de lancer pendant cette période si particulière plusieurs formations sur des sujets très numériques. Je pense au web sémantique, à l'open data, mais aussi pour des sujets liés à la prise en main de ce type d'outils de travail à distance. Et on a été surpris par le nombre de personnes qui en ont bénéficié et en fait de l'engouement que ça a suscité. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va être amené à travailler et, me semble-t-il, qui pourra répondre à une forme d'attente de nos agents. Merci pour votre réponse. Chez nous, à la BNF, on a en fait identifié qu'il y avait 3 niveaux. Il y avait le niveau de l'équipement, donc il y a eu tout un travail extrêmement intense qui a été fait par la direction des systèmes d'information pour permettre à la fois l'équipement matériel et l'accès à distance à nos ressources. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'était comment savoir utiliser les outils. Donc vraiment d'un niveau, tout simplement utiliser des outils de visioconférence ou des outils de travail collaboratif. Donc là, on a lancé une hotline. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a lancé à la mission innovation. On s'est aperçu qu'on avait plein de gens qui nous disaient qu'ils étaient paumés. Donc on a dit, voilà, 3 fois par semaine, on est là sur Zoom à telle adresse, de telle heure à telle heure, vous venez avec votre problème et puis on vous explique. Donc voilà, donc ça, on a fait ça pendant le premier 1 mois ou 1 mois et demi au début du confinement. Puis on s'est aperçu que les gens venaient plus, donc on en a déduit que ça y est, ils avaient pris en main les outils. Et le troisième niveau, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble avec ces outils. Et là, on a lancé un certain nombre d'ateliers autour de thématiques qui nous étaient remontées en fait dans les échanges qu'on avait avec les collègues sur comment est-ce que j'échange, j'échange à distance avec mes collègues, plutôt en vidéo, plutôt par mail, plutôt par téléphone, plutôt par SMS, plutôt par WhatsApp. Donc on a fait vraiment des échanges de pratiques et un travail collectif pour essayer d'identifier en fonction des besoins de la nature et de l'appétence des différentes personnes quels étaient les outils les plus adaptés. On a fait un atelier sur comment on réfléchit à plusieurs à distance. Donc, notamment en utilisant l'outil Padlet, mais surtout comment est-ce qu'on utilise cet outil dans le cadre de méthodes d'animation participative qui soient efficaces à distance. Et on a fait un 3e atelier sur comment échanger avec mes utilisateurs à distance. Comment est-ce que je peux faire de l'UX, justement? Comment est-ce que je peux faire de l'observation des pratiques des utilisateurs quand je suis pas à côté d'eux. Et donc ça, c'est des ateliers qui ont super bien fonctionné. On a eu à chaque fois une trentaine de personnes. Enfin, on les a dédoublés parce que 30 sur un atelier participatif à distance, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc on a essayé d'adresser les 3 niveaux. Le niveau équipement, le niveau prise en main et le niveau travail, organisation du travail à distance. On a appris plein de choses. Et dernière question, comment la transversalité du numérique serait-elle compatible dans des institutions aux organigrammes verticalisés? Là aussi, c'est pas forcément évident. On a la chance de suivre les stratégies numériques de l'ensemble des établissements culturels sous tutelle du ministère de la Culture et donc d'avoir un regard un peu particulier sur l'organigramme.
Boris le rappelait, en fait, le sujet du numérique est arrivé notamment dans le monde des musées par des fonctions liées aux community managers qui sont ensuite devenus des responsables digitaux qui étaient eux-mêmes dans les directions de la communication, qui ensuite en sont sortis pour rejoindre les équipes de la médiation et qui se sont retrouvés au final directeurs de numérique pour prendre un spectre beaucoup plus large. On voit que c'est le cas dans certaines grandes maisons et que c'est aussi le cas dans ces petites institutions où les moyens sont peut-être plus humbles. On voit apparaître des modèles assez novateurs d'organisation, et Pauline en a un bon exemple, où certaines fonctions sont rattachées directement à la direction générale pour pouvoir appuyer et conforter certaines équipes et pouvoir faciliter finalement l'essaimage et l'animation de ce type de sujet au sein des équipes. On voit aussi que d'autres talents sont recrutés plutôt dans les équipes en râteau et qui ont dans leur fiche de poste des fonctions de transversalité qui leur permettent d'adresser d'autres équipes au sein des institutions. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de modèle magique applicable en l'état et que c'est assez lié finalement à la culture de la maison auquel elle s'applique et à la manière dont les dirigeants sont eux-mêmes sensibilisés sur ces enjeux. On n'a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est un enjeu absolument central. Dans l'offre de formation qu'on essaie de développer au sein du ministère de la Culture, on a identifié 3 niveaux qui sont l'acculturation, la sensibilisation et la formation. Sur le sujet de l'acculturation et de la sensibilisation, l'un de nos publics cibles prioritaires, ce sont les dirigeants, c'est-à-dire les décisionnaires qui mettent en œuvre un certain nombre de dispositions et d'actions au sein des organisations et qui ont souvent la main tant sur le budget que sur les RH, mais que sur les missions prioritaires. Et donc, l'un de nos enjeux principaux, c'est accompagner la montée en compétences des dirigeants pour qu'eux-mêmes puissent être suffisamment acculturés et sensibilisés à ces questions-là pour pouvoir piloter et évaluer leurs actions à l'aune des compétences qu'ils n'imaginent pas encore. On a souvent tendance à dire que si 50% des métiers de demain n'existent pas encore, comment un dirigeant d'aujourd'hui est en capacité de se positionner pour répondre à ces missions de demain? Donc, c'est un peu ce genre de réflexion qu'on essaie de mener. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait de modèle idoine applicable à tous et que ça se fait vraiment à l'aune de la coloration que peut prendre une organisation et ses dirigeants. Et justement, moi, pour rebondir un peu sur les propos de Nicolas, c'est un peu mon point de vue aussi en tant que personne qui vient à l'origine, je suis webmaster, quoi, et puis maintenant je suis responsable. En fait, je sais qu'il y a une dizaine d'années que les gens sont de plus en plus éveillés à ces questions, à tous les niveaux, c'est-à-dire même quel que soit son poste, ou des gens plus haut dans la hiérarchie. Et en effet, pour moi, il y a un triple travail à mener, qui reste à mener. C'est l'évangélisation, là, c'est ce dont parle mon guide et qu'on fait au quotidien en interne, mais qui donnera rien si jamais on n'a pas la formation notamment des dirigeants, parce que on a beau essayer, et pour l'avoir fait pas mal, si ça ne suit pas en haut, les gens qui sont en dessous, c'est la question de l'empowerment, c'est-à-dire comment on se saisit d'outils qu'on met à notre disposition quand il y a des gens comme Pauline pour les mettre à disposition. Et dans le milieu du spectacle vivant, c'est vrai qu'on a des exemples, par exemple à Rennes, les Champs Libres ou des communautés comme le TMN Lab qui commencent vraiment à aussi se saisir de ces outils-là, se former. Donc on sent qu'il y a une émulsion qui est en train de se faire et on espère que ça va, avec les formations telles que l'IESA qui commencent à intégrer aussi ces notions-là, on espère qu'on va arriver à augmenter rapidement l'échelle de maturité dont on a parlé tout au long de cette rencontre. Ouais, juste pour rajouter une chose, je crois qu'il y a une grande chance dans le secteur culturel, c'est qu'on est habitué au mode projet. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on est des espèces de chevaux légers qui travaillent en mode projet. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur la BNF, je crois qu'il y a une espèce de notion d'intrapreneuriat qui est en train de se créer pour faire évoluer les choses et que finalement, on s'aperçoit que les organigrammes ne sont pas si difficiles à faire bouger que ça, à condition que tout le monde y voit l'intérêt. Donc là encore, c'est vraiment du dialogue, de la persuasion, le fait de faire travailler tous ensemble les acteurs qui va faire bouger les choses. Et il est très possible, comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure, qu'il y ait des mouvements de balancier encore pendant 5-6 ans sur où ça va se situer exactement, parce que en fonction justement de la façon dont on va commencer à innover, à travailler ensemble,
il y a sûrement des choses qui vont encore bouger. Et ça, c'est pas très grave, je vois que les résultats sont là à la fin. Donc, moi, je suis assez optimiste sur le fait que ça va fonctionner. Oui, et peut-être pour compléter, je pense que aussi ce qui est peut-être important, on a parlé tout à l'heure des compétences, mais aussi la question des confiances qui peut être aussi donnée par les dirigeants à ces équipes. Je pense que c'est sur certaines valeurs qui peut être important de revenir. Et n'oublions pas que les projets numériques, c'est les projets d'équipe. Alors tout à l'heure, on a parlé bien sûr en termes de transversalité, mais je pense aussi qu'il y a la question et ça on a convoqué aussi, ce processus de co-conception qui est vraiment très important à respecter et parfois autant parce que bien sûr ça pose la question des compétences, mais ça pose aussi la question qui à un moment donné va valider. Et je trouve qu'aujourd'hui avec les nouvelles générations, je pense qu'il arrive aussi avec nouveaux modes de coopération au sein du groupe en fait. Parfois les décisions arrivent complètement différemment et en respectant la parole de chacun ou l'envie ou l'idée de chacun. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose d'important. Osons expérimenter, mais donnant aussi confiance aux chefs des projets qui portent ces différents projets innovants. Merci beaucoup, Eva. L'heure tourne extrêmement vite, probablement à cause de vos interventions extrêmement intéressantes. Je vais passer la parole à Emeline, qui, comme sur les 2 autres tables rondes précédentes, va nous faire une petite synthèse graphique de tout ce qui a été dit, qui permettra un petit peu de remettre en mémoire les différentes interventions. Je remercie infiniment tous les intervenants précédents. Emeline, la parole est à vous. Super, merci à tous. Effectivement, une journée très intense qui se conclut. Donc, je vous propose une petite restitution de la planche de sketchnote que j'ai réalisée pendant les échanges. Donc, sur cette 3e rencontre qui était dédiée à la reconnaissance des compétences liées au numérique et à l'innovation. Donc, on a commencé par un petit mot des élèves. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles compétences, budget et peu ou pas de personnel dédié. En revanche, on constate que le confinement a permis de développer ces axes-là. On sent qu'il y a des changements qui s'initient, une mouvance qui change, donc avec une présence sur Internet qui se développe et un budget dédié au numérique qui se développe également. Nous avions ensuite 5 intervenants qui se sont présentés tour à tour. Donc Nicolas Orsini, ministère de la Culture, qui nous a notamment parlé de l'appel à projet services numériques innovants qui vient d'être lancé. Ronan Le Guern du 104 qui nous a parlé du UX design, de conception centrée utilisateur. Pauline Moirez de la BNF sur la culture de l'érudition versus la culture de l'innovation avec un programme pour favoriser l'intelligence collective et un lab interne. Allosim, et je sais pas comment se prononce votre prénom, Eva, donc sur le centre de ressources et de savoir partager avec comme objectif d'informer, d'observer et d'accompagner la filière, les professionnels. Et enfin, de l'IESA, Boris, qui nous a parlé de sens, notamment de sens pour les publics, mais aussi d'un point de vue sociétal et de logique de production. Ensuite, au centre, quelques éléments clés qui sont ressortis de la discussion. Une première partie de la discussion orientée sur la crise sanitaire et de quelle manière ça a impacté la filière. Donc, on a constaté qu'il y avait des alliances nouvelles. On remercie, on félicite les acteurs qui osent et qui développent toujours cette culture de l'écoute, qui ont des tentatives expérimentales et des méthodes itératives qui font leurs preuves, qui permettent de créer des services et sortir des nouvelles idées assez rapidement. Côté ministère, le point sur le fait de soutenir les acteurs de la filière avec un questionnement sur les équipements et revoir le fonctionnement également. Ce qui nous a amené à parler de transversalité, de structure pyramidale, essayer de rompre la structure pyramidale et de développer la transversalité. On se rend compte que les acteurs ont différentes réalités, ils ont différentes tailles, différents enjeux, différentes situations, et l'objectif c'est de créer des passerelles entre ces différentes structures et ces différentes réalités, se réinventer. Et enfin, pour finir, l'innovation, c'est avant tout de la communication. Donc, on veut des personnes spécialisées mais ouvertes et faire intervenir la bonne personne au bon moment. Cette rencontre s'est terminée, comme les 2 précédentes, par l'intervention d'Elisabeth Graville sur le regard vers l'international.
Donc, on a été téléporté en Angleterre. On a parlé du groupe de réflexion One by One. Il y a des posters, des ressources à télécharger. Vous pouvez vous inscrire et rejoindre la communauté. C'est un schéma de pensée. Ce sont des schémas de pensée donc, qui s'appliquent à toutes les tailles de structure et qui veulent aussi désacraliser la technique. Donc, c'est pas du tout orienté technique. Voilà, pour terminer cette rencontre. Et, merci à tous. Emeline, pour cette synthèse extrêmement claire et bravo pour la rapidité d'exécution de ton travail. Je vais conclure, je vais donner la parole à Abla Fauché et à Antoine pour conclure définitivement cette table ronde et cette journée. Je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants et le public qui était là extrêmement présent et qui a permis de donner une autre dimension à ces rencontres. Et je vous dis à bientôt pour chacun d'entre vous. Merci à tous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je ne sais pas quels sont ceux qui nous ont suivis tout au long de la journée. Donc, je me représente. En fait, je suis chef de mission stratégie, prospective et numérique au CMN, et en particulier en charge de l'incubateur qui est piloté dans mon équipe par Bettina Gardel. Donc, on avait commencé la journée en introduction en se disant que le Covid nous avait forcé à accélérer notre transformation, à être plus dans l'agilité, dans le collaboratif, l'horizontalité, le décilotage, dans la proximité avec nos publics, et que cette situation de Covid nous obligeait aussi encore plus à prendre du recul, à partager nos pratiques. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui en France, et puis aussi avec une vue internationale. Un grand merci aussi à Elisabeth pour cette ouverture internationale. On a pris le temps, ce qui est rare, et sur beaucoup de webinaires, en fait, je pense qu'on aurait même pu prolonger les discussions. Et finalement, on n'a pas parlé tellement d'outils, mais de posture, de sens, de droit à l'erreur, de droit à ne pas savoir, d'écoute, d'humain finalement. Donc, je voulais vraiment remercier, un grand merci à tous les intervenants, à Antoine Roland pour avoir monté cette programmation avec brio, à l'IESA bien sûr, à tous les étudiants, à Sarah Gounac pour l'animation, Elisabeth Graville, Emeline Parizel pour le scribing, et toute l'équipe de l'incubateur du patrimoine aussi, donc en particulier Bettina Gardel que j'ai citée donc déjà, et Alice Romain. Voilà, moi j'ai été impressionnée par la qualité des échanges, inspirants, pertinents, nuancés, interactifs, et je serais bien restée plus longtemps pour échanger avec vous. Donc, et merci à tous les participants. Donc, la prochaine rencontre de l'incubateur aura lieu à l'automne sur la thématique donc des institutions culturelles face à l'urgence climatique. Merci beaucoup, Abla. Donc, je vous propose de ne pas prendre trop plus de votre temps, mais juste d'évoquer le coup d'après. En fait, qu'est-ce qui nous attend pour la suite de ces rencontres? C'est tout d'abord des restitutions, donc l'ensemble des restitutions graphiques que Kevin nous a fait, a pu nous partager après chaque rencontre, donc sera mis à disposition des différents participants et participantes. On aura aussi l'ensemble des replays retravaillés un petit peu, parce que là vous avez des versions qui vont vous être envoyées tout de suite après les rencontres, mais il y a forcément quelques travails de toilettage à faire, notamment sur tous les temps de préparation dont vous avez pu quelquefois bénéficier. Donc ça aussi, on vous les enverra. On réalisera un ensemble d'articles, aussi bien sur le blog culturel Mon cher Watson, qui va publier un interview lundi de Marie Ganas, que dans le quotidien de l'art, que sur le blog de correspondance digitale, où l'idée, ça sera de vous proposer une restitution de toutes ces rencontres, avec on essaie de restituer la qualité et la richesse de ces échanges. Donc voilà, donc on essaie vraiment de prolonger au maximum ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on en reste là. Beaucoup d'échanges, un terreau très fertile. Il y a énormément de projets à mener, à monter, des projets qui peuvent être pédagogiques, effectivement. Donc il y a énormément de choses à envisager pour la rentrée prochaine, notamment suite à ce qu'on a vécu avec le Covid. Il y a aussi un ensemble de projets à mettre en œuvre en coordination culturelle. Et donc j'espère que tout le monde ressort regonflé avec un ensemble d'idées et d'initiatives,
Et en tout cas, on reste à votre disposition pour pouvoir continuer à partager, échanger et maintenir une dynamique autour de ces différentes thématiques qui ont été particulièrement riches. Et je finirai juste ce petit mot pour remercier encore une fois vraiment du fond du cœur, donc déjà Sarah, Émine et Elisabeth qui ont vraiment animé de façon brillante cette rencontre. J'ai dit à chaque fois, mais je le redis, tous les étudiants et étudiantes qui ont fait un travail d'une qualité incroyable, et puis ensuite les différents partenaires qui ont pu porter cette édition. Donc on reste à votre entière disponibilité, et puis j'espère à très bientôt, donc l'année prochaine, un autre format peut-être envisagé. On y réfléchira une fois qu'on aura débriefé de tout ça. Voilà. Merci et à très bientôt.